À Lyon, l'hiver a cette façon particulière de se glisser partout, dans les couloirs de métro, sur les quais de Saône, dans les épaules qui se voûtent et les mains qui se cachent dans les poches. Ce matin-là, le froid mord les joues, mais la ville, elle, ne s'arrête pas. Les trams roulent, les bureaux s'ouvrent, les cafés servent des expressos brûlants, et quelque part au 8e étage d'un immeuble de verre sur la Part-Dieu, un homme fixe son reflet dans la vitre sans vraiment se voir. Gabriel Lenoir a 42 ans, PDG de Lenoir, fils, une entreprise familiale de logistique urbaine qui a explosé avec l'essor de l'e-commerce. Dans les journaux économiques, on parle de lui comme d'un « self-made man 2 », le fils qui a modernisé le business de son père, qui a digitalisé la chaîne, qui a ouvert des agences à Marseille, Lille, Bordeaux. Dans les interviews, on voit son sourire maîtrisé, ses costumes cintrés, ses yeux gris qui semblent toujours calculer 2 coups d'avance. Mais ce matin, devant la vitre, ce n'est pas cet homme-là qu'on voit. C'est un homme qui a mal dormi, encore. Un homme dont la chemise est impeccable, mais dont le regard trahit les nuits blanches. Sur son bureau, une photo encadrée. Une petite fille de 8 ans, cheveux châtains, sourire immense, main levée vers l'objectif. Anna, sa fille, son ancrage, et, parfois aussi, son rappel douloureux de tout ce qu'il a perdu. Il ne regarde pas la photo trop longtemps, parce qu'immédiatement, derrière le visage de sa fille, un autre apparaît, celui de Marion, sa femme, ou plutôt, sa femme d'avant. Il y a 4 ans, un samedi de printemps, ils avaient repris la voiture pour aller à un anniversaire de famille à Grenoble. Un camion a glissé sur l'autoroute, la pluie, les freins, la tôle, le bruit. On raconte ces choses-là avec des mots simples. Dans la réalité, c'est du chaos. Marion est morte sur le coup. Anna, attachée à l'arrière, s'en est sortie avec un bras cassé et un traumatisme qui ne se voit pas sur les radiographies. Gabriel, lui, s'en est sorti avec quelques côtes fêlées et une culpabilité qui l'étouffe encore certains jours. Si je n'avais pas insisté pour qu'on parte plus tôt, si j'avais pris l'autre route, si j'avais... Les si sont devenus des fantômes qui lui tournent autour. Depuis, il tient, il gère l'entreprise. Il s'occupe d'Anna, il assure, mais il ne vit plus vraiment. Ses proches disent qu'il est devenu sérieux. Ceux qui le connaissaient avant parlent parfois de lui au passé. Tu te souviens comme Gabriel riait avant. Maintenant, il suit un planning minutieux. Réveil à 6h30, petit déjeuner pour 2. Accompagnement d'Anna à l'école. Réunion, appel, décision. Retour à la maison, devoir, dîner, histoire, une fois qu'elle dort. Mail, tableaux Excel, verre de whisky parfois. Et jamais, dans ce planning, il ne laisse de place à sa propre douleur. La sienne, il l'enferme, comme on ferme un placard trop plein. Un mail s'affiche sur son écran. Rappel, rendez-vous avec la psychologue scolaire d'Anna, 10 à 8h, école Simone Veil. Il soupire. Note le rendez-vous sur son agenda papier. La psy scolaire a insisté. Anna fait beaucoup de cauchemars, monsieur Lenoir. Elle est brillante, mais extrêmement anxieuse. On pourrait être envisagé un suivi régulier avec une psychologue spécialisée. Il a dit oui, parce qu'il dit toujours oui dès qu'il s'agit d'Anna. Mais au fond, l'idée de tout remuer ne l'enchante pas. Il a mis des années à réussir à respirer, sans avoir l'impression de trahir Marion. Remuer, c'est prendre le risque de faire éclater les barrages. Il n'aime pas perdre le contrôle. Pendant ce temps-là, dans un quartier plus modeste de Lyon, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, une femme se bat avec un sèche-cheveux et un col de chemise. « Tom, si tu enlèves encore ton pull, je jure que... » Thomas, 6 ans, explose de rire et retire son pull une 3e fois. Mais il gratte. « Parce que tu ne veux pas mettre le t-shirt en dessous. »
Élise Perrin ferme les yeux une seconde, respire, puis éclate de rire elle aussi. Ok, on recommence. Mets d'abord le t-shirt avec le dinosaure, après le pull, et on mettra l'écharpe pour la cour. Et le bonnet? Oui, tu mets le bonnet. Tranche-t elle. Elle attrape son sac, vérifie 3 fois si le carnet de liaison est dedans, si le goûter est prêt, si les clés sont à leur place. Élise a 34 ans. Elle est mère célibataire depuis 3 ans. Avant, elle était mariée à Romain, un homme charmant en société, drôle, brillant, que tout le monde trouvait tellement sympa. Elle aussi, au début. Puis il y a eu les petites piques. Tu ne vas pas sortir comme ça, si? Tu es sûr que tu peux gérer ce poste, avec ton niveau. Tu dramatises tout, Élise. Puis les colères. Puis les portes qui claquent, les objets qui volent, les excuses. Je suis stressé par le boulot. Tu me pousses à bout. Sans toi, je ne serais pas comme ça. La première fois qu'il l'a attrapée par le bras si fort qu'un bleu est resté plusieurs jours, elle a inventé une chute dans l'escalier. La fois suivante aussi, un jour, alors que Tom jouait dans sa chambre, Romain a jeté un verre contre le mur, si près d'elle qu'un éclat de verre a entaillé sa joue. Tom a surgi dans le couloir, les yeux écarquillés. Maman, elle a vu, dans les yeux de son fils, quelque chose se briser. Ce soir-là, une voisine a appelé la police. Pas Élise. Elle tremblait trop. Après cette nuit-là, il y a eu une plainte, un départ précipité avec une valise, une chambre chez une amie, une assistante sociale, une demande de logement social, un jugement, une garde exclusive. Romain a disparu de l'équation petit à petit, trop occupé à recommencer sa vie ailleurs. Élise, elle, a dû recommencer aussi. Elle a quitté leur maison, leur quartier, leurs amis communs. Elle s'est reconstruite à Lyon, avec Tom, dans ce petit F3 un peu défraîchi mais à eux, avec un bail à son nom. Elle travaille comme orthophoniste dans un centre de soins pluridisciplinaire. Elle aime son métier. Elle sait ce que c'est, les mots qui coincent, les phrases qui ne sortent pas, les voix qui s'éteignent. Elle sait aussi ce que c'est d'avoir peur. Peu de gens le savent autour d'elle, mais certaines nuits, elle se réveille encore persuadée d'avoir entendu des pas dans l'escalier. Elle vérifie 3 fois la serrure. Elle laisse une lumière allumée dans le couloir. Tom, lui, fait parfois des cauchemars où le monsieur qui crie revient. Elle ne veut plus jamais que son fils vive dans la peur. Alors elle s'est juré une chose. Plus jamais elle ne laissera quelqu'un avoir du pouvoir sur elle. Plus jamais elle ne se laissera enfermer dans une relation qui fait mal. L'amour, depuis, elle a mis ça dans une boîte, avec une étiquette d'Angère. « Maman, on va être en retard », dit Tom en enfilant enfin son manteau. « Oui, super, c'est toi qui me le dis, maintenant », répond-elle en riant. Ils descendent les escaliers, main dans la main, en route vers l'école, en route vers le centre de soins après. Elle ignore qu'aujourd'hui, ses pas l'amèneront vers quelqu'un qui, lui aussi, a rangé l'amour dans une boîte fermée. 2 boîtes bien scellées. Et pourtant, quelque part, la vie a commencé à jouer avec les cadenas. Le centre de soins où travaille Élise se trouve dans un ancien bâtiment rénové près des quais. Centre pluriel, plaque en métal à l'entrée. À l'intérieur, une pédiatre, des psychomotriciennes, une psychologue pour enfants, une diététicienne, un ostéo. Élise y loue un petit bureau pour ses consultations. Ce matin-là, en arrivant, elle consulte son planning. 9-0, Malo, retard de langage. 9-45, Clara, difficulté de lecture. 10-30, Lucas, bégaiement. 11-30, Anna Lenoir, nouvelle patiente, orientation psy scolaire. Elle lit les quelques lignes écrites par la psychologue scolaire. Anna, 8 ans, anxiété importante, cauchemar,
Difficulté à s'exprimer sur l'accident qui a coûté la vie à sa mère. Père très investi, mais semble lui-même très en retenue. Travaille en lien avec la psychologue du centre souhaité. Elle s'attarde sur, très en retenue. Elle connaît. À 11h25, on frappe à la porte. Élise ouvre. Une petite fille se tient là, mince, cheveux châtains attachés en couette, sac à dos licorne sur une épaule, yeux sombres un peu trop sérieux pour son âge. Derrière elle, un homme. Costume sobre, manteau noir, l'air un peu pressé, un peu ailleurs. « Bonjour », dit Élise, avec un sourire chaleureux. « Tu dois être Anna ?» La petite hoche la tête. « Et vous êtes Monsieur Lenoir ?»« Oui », répond l'homme. « Gabriel. » Il tend la main, poli, réservé. Élise remarque tout de suite deux choses chez lui. La raideur dans ses épaules et la façon dont il regarde sa fille, comme si elle était la chose la plus précieuse de la pièce. Entrée. Le bureau est simple mais chaleureux. Tapis au sol, étagère remplie de jeux, de livres, de figurines, table basse avec crayons et feuilles. « Anna, tu peux t'installer là si tu veux », propose Élise en montrant le tapis. « Je vais juste poser quelques questions à ton papa, d'accord ?» La petite s'assoit en tailleur, prend un livre sans l'ouvrir vraiment. Gabriel reste debout, un peu raide, puis s'assoit sur la chaise face au bureau. « La psychologue scolaire vous a sûrement parlé un peu de moi », commence Élise. « Oui, elle m'a dit qu'Anna pourrait bénéficier d'un suivi en orthophonie, pour l'aider à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. » Il baisse la voix sur la fin de la phrase. Depuis l'accident, le mot tombe. Élise le note, mentalement. Il ne dit pas la mort de sa mère. Il dit l'accident. « Est-ce qu'Anna a déjà vu un psychologue ?» demande Élise. « Oui, 3 fois. Et ?» ?»« Elle n'a rien dit, répond-il, avec une pointe de frustration. Elle regardait ses chaussures ou les jouets. « C'est déjà beaucoup, parfois, de juste être là, » dit doucement Élise. Il la regarde, surpris par cette réponse. Elle ajoute « On ne force pas un enfant à parler. On lui montre qu'il peut, qu'on restera là, même s'il ne dit rien au début. » Il hoche la tête, mais on sent qu'il aimerait que les choses avancent plus vite. « Est-ce que vous avez déjà parlé avec Anna de… » Elle cherche les bons mots. « Et de ce qui est arrivé à sa maman. » Il se fige. « Oui. » Silence. « Enfin, je lui ai expliqué que sa maman ne reviendrait pas. » Élise note encore. Il ne dit pas comment, ni quand. « Et vous, comment vous allez ?» demande-t-elle, elle, sans prévenir. Il fronce les sourcils. « Moi ? Oui. » « Ce n'est pas… » Il se racle la gorge. « Ce n'est pas moi qui suis suivi, » répond-il, un peu piqué. « Non, sourit-elle, mais Anna n'a qu'une seule maman et qu'un seul papa. Vous comptez aussi dans l'équation. » Il esquisse un sourire crispé. « Je tiens. »« Je n'en doute pas, » dit-elle doucement. Elle sent qu'elle a touché un point sensible. Elle n'insiste pas. « On peut commencer avec Anna, maintenant, si vous êtes d'accord. » Je reste. La première fois, je préfère que le parent sorte quelques minutes. Ça me permet de voir comment l'enfant s'installe sans vous. Ensuite, on fera des séances où vous pourrez participer un peu. Il n'aime pas ça. Ça se voit. Mais il se lève quand même. « Je serai dans le couloir, » dit-il à sa fille. Anna acquiesce, les yeux toujours baissés. Quand il sort, Élise s'assoit par terre près de la petite. « Tu veux me montrer ton livre ?» Anna hausse les épaules. « C'est l'histoire d'une petite fille qui a peur du noir, » dit Élise. « Tu as déjà eu peur du noir, toi ?» Anna hoche la tête. « Tu as peur de quoi dans le noir ?»« Qu'il se passe un accident, » murmure la petite. Le mot « là » revient. Élise ne sursaute pas. « Tu peux m'en dire un peu plus ?» Anna serre le livre. « Quand je dors, je rêve qu'on est dans la voiture. Maman, elle conduit. Il pleut. Et après, ça va très vite. Sa voix tremble. Je me réveille avant la fin.
Et tu as mal quelque part quand tu te réveilles? La petite pose la main sur sa poitrine. Là, Élise acquiesce. C'est le cœur qui se rappelle. Elle prend un papier, dessine un cœur très simple. Tu sais, quand on vit quelque chose de très compliqué, c'est comme si le cœur se cassait un peu, explique-t-elle, elle doucement. Elle dessine une petite fêlure. Mais ce n'est pas parce qu'il est fêlé qu'il est foutu. On peut mettre des pansements. Des pansements, répète Anna, intriguée. Des mots, des dessins, des câlins, des gens qui restent. Elle pense, sans le dire, des adultes qui acceptent aussi de réparer leur propre cœur. La séance dure 20 minutes. Anna parle peu, mais elle parle. Un peu de sa maman, un peu de la voiture, beaucoup de ses peurs de dormir. Quand Gabriel revient, Élise lui donne quelques indications pratiques, propose de les revoir la semaine suivante. « Vous avez fait du bon boulot avec Anna », dit-elle en se levant. Il la regarde, surpris. « Je ne suis pas sûr d'être d'accord », répond-il avec un demi-sourire. « Elle se sent suffisamment en sécurité pour parler d'elle », insiste Élise. Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, lui a montré qu'elle comptait. Il avale difficilement. « Merci », murmure-t-il. Quand il sort, Élise s'adosse à la porte une seconde, le cœur un peu serré. Elle a l'habitude des blessures des autres. Mais là, elle sent confusément que derrière la petite fille, il y a un père tout aussi cabossé. Elle se surprend à penser. Il a l'air tellement fermé. Puis elle se reprend. Ce n'est pas son histoire à elle. Elle est là pour Anna. Et surtout, elle se le répète. Elle a tiré un trait sur les hommes compliqués. Elle ne se mêle plus des vies intérieures des hommes fermés. Elle ne sait pas encore que celui-là, précisément, va venir bousculer ce principe, et que lui, en la croisant, a déjà senti quelque chose qu'il ne sait pas nommer. Une douceur sans pitié, une façon de regarder Anna qui le rassure autant qu'elle le désarme. La deuxième fois, c'est Tom qui ouvre la porte du centre en courant. Élise sort d'une séance un peu vidée. « Maman, il y a un monsieur qui a pris ta place de parking », annonce Tom, indigné. « Tom, ce n'est pas ma place, c'est une place pour tout le monde », soupire-t-elle. « Oui, mais lui, il a une grosse voiture, il pouvait se garer plus loin. » Elle rit. « Et toi, tu pouvais te calmer avant d'exploser, non ? Il a failli me rouler sur le pied. » C'est à ce moment-là que Gabriel apparaît dans le couloir. Anna à ses côtés, l'air un peu embarrassé. « Je crois que je suis le méchant de l'histoire, » dit-il. Tom le pointe du doigt. « Tu t'es garé comme un voleur de place. » Élise étouffe un rire, prise entre le rôle de mère et l'envie de disparaître. « Tom, ce n'est pas comme ça qu'on parle. » Elle se tourne vers Gabriel. « Je suis désolé. »« Non, il a raison, » répond Gabriel avec un sourire étonnamment léger. « J'étais en retard, j'ai pris la première place qui venait. » Il se penche vers Tom. « La prochaine fois, je ferai attention à tes pieds, d'accord ?» Tom le dévisage, sérieux. « D'accord, mais t'as pas intérêt à écraser ma trottinette. » « Promis. » Anna se rapproche de Tom. « Moi, je n'ai pas de trottinette, » dit-elle. « C'est nul, » répond Tom. Élise ouvre la bouche pour corriger, puis voit le sourire d'Anna. « Je pourrais t'en prêter une, » propose Tom. « Tom, on ne prête pas comme ça à tout le monde, » proteste Élise. « Mais c'est Anna, » réplique-t-il comme si c'était une évidence. « Elle vient souvent ici. » Le lien est en train de se tisser entre les enfants, comme souvent plus vite que chez les adultes. Gabriel observe la scène, un peu étonné. « C'est votre fils ?» demande-t-il à Élise. « Oui », confirme-t-elle. « Thomas. » Mais tout le monde l'appelle Tom. « Enchanté », dit Gabriel. « Je suis pas enchanté que t'aies piqué la place », réplique le petit. Élise se prend la tête entre les mains. « Pardon, c'est un peu brut de décoffrage. »« Il a le mérite de la franchise », répond Gabriel en riant. Ce rire-là surprend tout le monde, lui compris.
Élise note mentalement. Quand il rit, on dirait un autre homme. Le rendez-vous se passe, les enfants se croisent encore dans le couloir. Tom attend sa mère en jouant avec une voiture sur le tapis de la salle d'attente. Anna regarde discrètement. « Tu veux jouer ?» propose-t-il. Elle hésite, puis s'assoit. Gabriel et Élise se retrouvent côte à côte, spectateurs de cette scène inattendue. « Tom est suivi ici aussi ?» demande Gabriel. « Non », répond Élise. « Enfin, si, avant. On a commencé ici après. Une période compliquée. » Elle ne détaille pas. « Maintenant, il vient juste m'attendre parce que je finis tard et que je n'ai pas de solution de garde ce jour-là. »« Vous travaillez ici ?»« Oui, » sourit-elle. « Je suis orthophoniste. » Il la regarde, surpris. « Je pensais que vous étiez juste psychologue. »« Juste psychologue, » répétait-elle en riant. « Dites ça à ma collègue, vous allez la vexer. » Il sourit. « Je voulais dire, vous avez une façon de parler à Anna qui, il cherche ses mots, qui apaise, complète-t-il. Elle baisse les yeux. C'est gentil. Un silence. Et vous ? Je dirige une entreprise, dit-il. PDG, donc. Oui. Elle acquiesce, comme si ça confirmait quelque chose en elle. Bien trop compliqué pour moi. Mais elle ne le laisse pas voir. Ce jour-là, ils se quittent sur un « à la semaine prochaine ». Simple, propre, sans promesse, en apparence. Parce qu'au fond, quelque chose commence à bouger. Chez Gabriel, une curiosité nouvelle pour ce petit monde qu'il ne maîtrise pas, celui des enfants, des ateliers, des centres de soins. Chez Élise, une inquiétude. Je ne veux pas m'attacher à l'histoire d'un père épuisé. Et pourtant, je sens que je commence déjà à espérer que ça se passe bien pour eux. Elle croit que ça restera là. Elle se trompe. Les semaines passent. Anna vient chaque jeudi. Tom va à l'école, puis retrouve sa mère certains soirs au centre. Les enfants deviennent presque inséparables dans la salle d'attente. Tom montre à Anna comment faire des circuits de voiture. Anna montre à Tom comment dessiner des chevaux qui ressemblent à des chevaux. « Tu dessines trop bien », déclare Tom. « C'est maman qui m'a appris », lâche Anna. Le silence qui suit est chargé. Tom ne sait pas quoi dire, alors il fait ce que les enfants savent faire de mieux. Il change de sujet. « Tu veux apprendre à faire des dinosaures ?» Oui. Il dessine. Élise, depuis son bureau, entend leur voix. Elle observe parfois, discrètement, la manière dont Gabriel s'assoit dans un coin, téléphone à la main, mais toujours un œil sur sa fille. Un jour, la psychologue du centre tombe malade. Le planning explose. La coordinatrice passe la tête dans le bureau d'Élise. « Élise, tu peux prendre le groupe de parole « Parents endeuillés ce soir ». Moi ? Tu as déjà co-animé avec elle, non ? Oui, mais on n'a personne d'autre. Élise hésite. Elle n'aime pas trop 10 séances qui remuent beaucoup, mais elle sait aussi qu'elles font du bien à ceux qui viennent. D'accord, dit-elle finalement. À 18h30, dans la petite salle de réunion, 5 chaises disposées en cercle. Des parents, des conjoints des grands-parents parfois. Élise anime doucement, pose des questions, laisse l'espace, accueille les larmes. Ce soir-là, en entrant dans la pièce, elle se fige une seconde. Sur une des chaises, un visage familier. Gabriel, il semble aussi surpris qu'elle. « Vous ? Je remplace ma collègue », explique-t-elle. Il hoche la tête, un peu mal à l'aise. « Si ça vous gêne, vous pouvez. » Non, coupe-t-il. Il s'assoit un peu plus droit. « Je suis venu pour Anna. Elle voit que je suis coincé. » Un autre parent parle. Une mère raconte la perte de son fils. Un homme évoque sa femme. Quand vient le tour de Gabriel, il hésite longtemps. Élise, en animatrice, ne le force pas. « Vous pouvez aussi ne pas parler aujourd'hui, » dit-elle. Il inspire profondément. « Je m'appelle Gabriel, » commence-t-il.
Il regarde ses mains. J'ai perdu ma femme il y a 4 ans. Les mots semblent lourds, comme s'il les prononçait pour la première fois. Enfin, perdu. On a eu un accident de voiture. Elle est morte sur le coup. Ses doigts se crispent. Notre fille était à l'arrière. Elle a survécu. Il marque une pause. On me répète depuis 4 ans que c'est une chance qu'Anna soit en vie. Il avale difficilement. Mais certains jours, j'ai l'impression que cette chance m'écrase. Parce que si elle est là, c'est que moi aussi. Et si moi aussi, je suis là, c'est que je conduisais, que j'ai choisi la route, que j'ai... Il s'arrête, la voix brisée. Élise intervient doucement. Vous avez aussi mis votre ceinture, celle de votre fille. Vérifier les pneus peut être. Vous avez fait ce que n'importe quel père ferait un samedi. Il ferme les yeux. Je sais, rationnellement. Il rouvre les yeux. Mais rationnellement, ça ne m'empêche pas de me demander, la nuit, si la mauvaise personne n'est pas morte. La phrase tombe, lourde. Élise sent sa gorge se serrer. Elle s'interdit de penser à Romain, à ses propres nuits à elle. Elle reste dans son rôle. « Merci de l'avoir dit », murmure-t-elle. Les autres acquiescent, certains ont les larmes aux yeux. Après la séance, quand tout le monde est parti, Gabriel reste un peu. « Je ne savais pas que vous aviez vécu quelque chose de compliqué. Vous aussi, dit-il. Qui vous dit que c'est mon cas? Votre regard, répond-il simplement. Elle sourit tristement. On a tous nos blessures, Gabriel. Elle hésite un instant, puis ajoute, il y a 3 ans, j'ai quitté un mari qui cassait plus que de la vaisselle. Il se fige. Vous, oui. Elle relève le menton. J'ai mis du temps à ne plus avoir honte de le dire. Un silence. Et vous avez un fils, dit-il doucement. Tom. Il se souvient, elle acquiesce. Trop bien. Leurs regards se croisent. Ils ne disent rien de plus. Mais dans ce silence, quelque chose se passe. Un léger déplacement. Ils ne sont plus seulement la thérapeute et le père de la patiente. Ils deviennent, l'espace d'un instant, 2 adultes qui reconnaissent la douleur de l'autre. 2 blessés qui se reconnaissent d'instinct. Les semaines continuent. Parfois, après les séances, Gabriel et Élise se croisent à la machine à café du centre. « Comment s'est passée la réunion ?» demande-t-elle un soir. « Celle avec les actionnaires ?» « Oui. Ils veulent qu'on ouvre un nouveau centre de distribution à Lille, répond-il. « Et toi ?»« Moi ?» Il réfléchit. « Moi, je voudrais surtout dormir une nuit entière. » Elle rit. « Ça, ce n'est pas dans leur business plan. » Un autre soir, ce sont eux qui se retrouvent à discuter des enfants. Tom est persuadé que s'il dort avec sa cape de super-héros, les monstres ne peuvent pas entrer dans sa chambre, raconte Élise. Anna dort avec une lampe toujours allumée, explique Gabriel. Elle dit que la lumière empêche les accidents. Ils se regardent, conscients de la fragilité de ces petits systèmes de défense. Et nous, notre cape, c'est quoi? Finit par demander Élise. Le travail, répond Gabriel sans hésiter. Elle le fixe. Je travaille pour ne pas avoir à trop sentir, ajoute-t-il, un peu gêné d'être si honnête. Moi, c'est l'inverse, murmure-t-elle. Je me plonge dans les émotions des autres pour ne pas regarder les miennes. Il rit, surpris de combien ça sonne vrai. C'est comme ça qu'il se rapproche. Pas par de grands gestes, mais par ces petites confessions glissées entre 2 portes, par ces regards qui durent une seconde de plus, par ces « prenez soin de vous » qui veulent dire plus que « bonne journée ». Ils restent prudents. Ils ont trop souffert pour se jeter tête baissée dans quelque chose. Mais certains soirs, quand Élise rentre et qu'elle ferme la porte derrière elle, elle se surprend à penser à la manière dont Gabriel parlait d'Anna. Et certains soirs, quand Gabriel traverse son salon silencieux après avoir couché Anna, il repense à la façon dont Élise posait la main sur l'épaule d'un parent en larmes. Il ne le formule pas encore,
Mais déjà, quelque part, il sent qu'il n'est plus tout à fait seul dans sa nuit. Le problème, avec deux âmes cassées, c'est qu'elles ont appris à survivre, et qu'au moindre danger, elles ressortent leurs anciens réflexes. La crise arrive au moment précis où ils commencent à se laisser un peu de place. Tout part d'une proposition d'Anna. Un mercredi, alors qu'ils sortent du centre, la petite dit « Maman, elle me faisait toujours des gaufres le mercredi. » Gabriel se sent transpercé. « Je sais, ma puce, tu ne sais pas faire des gaufres, toi, » remarque-t-elle elle. « Non, » admet-il. « Tu pourrais demander à Élise, » propose Anna. « Elle sait faire des crêpes, » Tom a dit. La phrase le surprend, le désarçonne. « Tu veux dire, lui demander de venir ? Ou on peut les inviter chez nous ?» suggèrent Anna, Tom et Élise. Gabriel reste un instant sans voix. Inviter, ouvrir sa maison, mélanger les mondes. Le soir, il en parle à Élise, un peu gêné. Anna voudrait vous inviter à goûter, dit-il. Ce serait avec plaisir, répond-elle spontanément. Puis elle se fige. Enfin, si ce n'est pas, je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé, ajoute-t-il précipitamment. Je ne me sens pas obligé, le coupe-t-elle. Elle ajoute, plus doucement. Je crois que Tom serait ravi de voir où vit Anna. Ils fixent une date. Un samedi après-midi. Le jour J, Gabriel fait un ménage de printemps. Il range les vêtements qui traînent, cache les piles de dossiers dans son bureau, plutôt fier de son appartement lumineux du 3 arrondissement, d'habitude. Aujourd'hui, il le regarde avec un œil nouveau. On dirait un showroom, grogne Anna. Pardon ? Il manque des trucs. Quels trucs ? Des dessins, des jouets, des miettes de gâteau. Il éclate de rire. Les miettes, ça viendra après le goûter. Quand Élise et Tom arrivent, Anna se précipite à la porte. Bienvenue. Elle les fait entrer comme si c'était chez elle, ce qui, d'une certaine façon, n'est pas faux. Tom regarde autour de lui. « Waouh, c'est grand, dit-il. »« C'est un peu trop rangé, » ajoute Élise taquine. « C'est parce que j'ai paniqué, » avoue Gabriel. Ils rient tous les deux. Le goûter se passe étonnamment bien. Tom et Anna s'installent dans la chambre d'Anna avec des jeux de société, tandis qu'Élise et Gabriel restent dans la cuisine avec du thé et des gaufres achetés en urgence chez le boulanger, mais Gabriel ne le dira pas. « C'est la première fois que quelqu'un d'autre que ma sœur vient ici depuis un moment, » confie Gabriel. « Vous n'invitez jamais de collègues ? Parfois. Mais ce n'est pas pareil. » Il la regarde. C'est la première fois que quelqu'un qui... Il cherche ses mots. C'est vraiment ce que c'est d'avoir peur vient ici. Elle le fixe, touchée. Vous savez que vous parlez comme si vous étiez sur la tranche d'un livre de développement personnel ? Se moque-t-elle gentiment. Désolé, rit-il. Ils échangent sur leur parcours, un peu plus en détail cette fois. Élise parle de Romain. Gabriel parle davantage de Marion, du jour de l'accident, de la culpabilité. À un moment, il lâche, presque malgré lui. Si Marion était là, elle serait sans doute furieuse de savoir que je n'ai laissé personne entrer dans ma vie depuis elle. Élise pose sa tasse. Vous vous sentez coupable d'être encore vivant, et en plus, coupable de ne pas assez vivre, résume-t-elle. Bravo, psychologue improvisé, répond-il. Elle sourit. C'est mon métier de voir les contradictions. Je suis très mauvaise pour les régler dans ma propre vie. Par contre, vous avez revu quelqu'un ? Demande-t-il prudemment. Non. Elle dit ça simplement. J'ai peur, avoue-t-elle. Il hoche la tête. Moi aussi. Et dans ce « moi aussi », il y a plus de rapprochement que dans n'importe quel compliment. Tout pourrait continuer ainsi, lentement, si la peur ne décidait pas de se rappeler à eux. La crise arrive une semaine plus tard, un soir de pluie. Tom et Anna sortent de l'école ensemble. Élise et Gabriel ont convenu d'alterner pour récupérer les enfants. Ce jour-là, c'est à Gabriel de prendre les deux. Il arrive en retard. Encore, une réunion qui déborde.
un appel qui s'éternise. Quand il arrive, trempé, les enfants sont à l'abri sous le préau, avec une surveillante. « Monsieur Lenoir, c'est la 3e fois cette semaine, » gronde-t-elle. « Je suis désolé. Vraiment. » Tom croise les bras. « Tu étais en réunion ?»« Oui, » avoue Gabriel. Anna baisse les yeux. « Tu savais que mon papa à moi, il disait toujours qu'il était en réunion. Aussi, » lance Tom. Une phrase, lâchée comme une bombe. Gabriel se fige. « Tom, ce n'est pas le moment, » intervient la surveillante. « C'est quand, le moment ?» proteste le petit. Il se tourne vers Gabriel. « Tu devais venir à l'heure. Tu n'es pas venu. » Gabriel sent la colère, la honte monter. « Je suis là maintenant. Et si le monsieur de la voiture ne t'avait pas laissé passer au feu rouge ?» enchaîne Tom. « T'aurais été en retard encore plus. Et nous, on serait restés là. » Ce n'est pas tant la phrase que le ton, accusateur, blessé. Le soir, Élise arrive chez elle, pleine de sa journée, et trouve Tom roulé en boule sur le canapé, les yeux rouges. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, » marmonne-t-il. « Tom, il explose. Je veux pas que tu sortes avec le papa d'Anna. » Elle recule, surprise. « Pardon ? Tu veux sortir avec lui, c'est sûr. Vous parlez beaucoup, tu souris quand il t'écrit « Je vous ai vu boire du café ». Il a les larmes aux yeux. Et après, tu vas pleurer comme avec Romain. Le prénom là sort comme un coup de poing. « Tom, ce n'est pas du tout la même chose, » essaye-t-elle. « Tu peux pas savoir, » hurle-t-il. Il s'enfuit dans sa chambre, claque la porte. Élise reste au milieu du salon, sidérée. Elle ne se sentait pas sortir avec Gabriel. Elle se sentait le laisser entrer un peu plus. Mais visiblement pour Tom, la frontière est déjà floue. Elle sent la panique monter. Elle attrape son téléphone, voit un message de Gabriel. « Désolé encore pour ce soir. Tom m'a clairement dit ses 4 vérités. » Elle tape, les mains tremblantes. Il a raison. On va trop vite. Pour eux. Pour nous. On devrait mettre un peu de distance. Le message part. Quelques secondes plus tard, les 3 petits points apparaissent. Ils disparaissent. Puis, si c'est ce que tu veux. Je comprends. Elle lit. Elle relit. Elle pourrait préciser « Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qui me rassure. » Elle pourrait ajouter « Je suis terrorisée. » Elle ne le fait pas. Elle pose le téléphone. Dans la chambre, Tom pleure encore. Elle va s'asseoir près de lui, le prend dans ses bras. « Je ne te laisserai jamais, » murmure-t-elle. « Tu promets ? » ?»« Je promets. » Mais au fond d'elle, une autre peur se réveille. Et si, en se fermant de nouveau, elle apprenait à son fils que l'amour est trop dangereux pour même essayer? De son côté, Gabriel lit le message d'Élise, seul dans son salon. Il se sent vide. « Bien sûr, » murmure-t-il. C'est son réflexe. Se retirer, se protéger, resserrer la boîte. Il décide de continuer les séances pour Anna, mais de limiter les échanges au strict professionnel. Retour au rôle. Patient, thérapeute. Les 2 blessés retournent chacun dans leur coin, persuadés que c'est pour le mieux, pour protéger les enfants, pour se protéger eux. Ils oublient une chose, on ne reconstruit rien en remettant toutes les briques dans le carton. Le silence dure plusieurs semaines. Les séances continuent pour Anna. Élise fait son travail, professionnel. Gabriel reste courtois, distant. Il ne parle que d'Anna, jamais d'eux. Tom ne vient plus au centre après l'école. Élise a trouvé une autre solution de garde. Les enfants se croisent moins. Anna le remarque. « Tom, il ne vient plus ?» demande-t-elle un jour. « Non », répond Élise. « Pourquoi ? » « Parce que… » « Nous avons changé d'organisation », répond-elle prudemment. Anna fronce les sourcils, mais ne pose pas plus de questions. En apparence, tout est sous contrôle. En réalité, l'un et l'autre vont de moins en moins bien. Un soir, Gabriel reçoit un mail de la maîtresse d'Anna.
Anna a eu une crise de panique aujourd'hui, pendant l'exercice d'évacuation incendie. Elle s'est mise à hurler, inconsolable. Il accourt à l'école le lendemain. Camille, psychologue scolaire, l'intercepte. On a peu, être touché les limites de ce qu'on peut faire, sans un travail plus global, dit-elle doucement. Elle est suivie par Élise, rétorque-t-il. Justement, elle le regarde sérieusement. J'ai l'impression qu'Anna absorbe aussi vos tensions à tous les deux. Il serait dit. Quels tous les deux? Elle observait beaucoup la relation entre vous et Élise, explique Camille. Vos petits rires dans le couloir, vos regards. Elle continue. Vous avez pris de la distance, non? Il déteste la façon dont elle voit à travers lui. C'est compliqué, répond-il. Je n'en doute pas. Elle ajoute, plus doucement, mais dans la tête d'un enfant qui a déjà perdu sa mère, quand deux adultes commencent à se rapprocher puis s'éloignent brutalement, ça réveille des peurs. Il accuse le coup. Je ne veux pas qu'elle souffre à cause de moi, murmure-t-il. Alors parlez, Gabriel, suggère Camille. À elle, à Élise, à vous-même. Mais ne faites pas comme si de rien n'était. Il sait qu'elle a raison. Ça le met en rage. Pas contre elle, contre lui-même. Pendant ce temps, Élise encaisse aussi. Au centre, la coordinatrice vient la voir. « Tu es sûr que ça va, toi ?»« Oui. Pourquoi ? Parce que tu as envoyé un mail au pédiatre au lieu de me l'envoyer à moi et que tu as annulé une séance en doublon. » Elle soupire. « Je suis juste fatiguée. » Le soir, chez elle, Tom l'observe. « Tu ne rigoles plus beaucoup, dit-il. Ça pique plus fort que n'importe quel commentaire d'adulte. »« Je rigole, se défend-elle. Pas pareil qu'avant, insiste-t-il. Elle ne trouve rien à répondre. Tom ajoute, après un silence. « Je suis désolé d'avoir crié sur le papa d'Anna. » Le cœur d'Élise se serre. « Tu avais le droit d'être en colère, répond-elle. « Oui, mais... » Il se tortille. « J'ai cru que tu allais l'aimer plus que moi. » La phrase la transperce. « Tom !» murmure-t-elle. Elle s'accroupit à sa hauteur. « Il n'y a personne que j'aimerais plus que toi. Jamais. »« Même pas toi ?» demande-t-il. La question la surprend. « Quoi ?» La maîtresse. Elle a dit que des fois, les mamans, elles doivent aussi s'aimer elles-mêmes, explique-t-il. Elle reste bouche bée. Peu, être que tu pourrais aimer toi et quelqu'un d'autre, propose Tom très sérieusement. Elle se met à pleurer. Et, pourquoi tu pleures? Parce que, tu es trop malin, répond-elle en riant à travers ses larmes. Elle sait qu'elle ne pourra pas juste tout refermer, qu'elle doit un peu plus que ça à son fils, et à elle-même. Un mercredi après-midi, le centre organise une animation pour les enfants. Atelier lecture, jeux, goûter. Élise sort de son bureau pour voir si tout se passe bien. Dans la salle d'attente, des parents discutent. Des enfants courent partout. Elle aperçoit Gabriel, assis sur un banc, l'air perdu dans ses pensées pendant qu'Anna colorie. Elle hésite, fait demi-tour. Puis s'arrête. « On ne reconstruit rien en fuyant », se répète-t-elle. Elle se tourne, revient vers lui. « Bonjour », dit-elle. Il relève la tête, surpris. « Bonjour ». Un silence gêné s'installe. « Je voulais m'excuser », commence-t-elle. « Pardon ? Pour mon message. » L'autre fois, elle avale sa fierté. « J'ai paniqué. » Tom a paniqué. Et j'ai tout coupé d'un coup. Il la regarde, sérieux. « Tu avais le droit, » dit-il simplement. Elle s'attendait à un reproche, à une pique. Ça désarme sa défense. « Anna va. »« Comment ?» demande-t-elle. « Pas très bien, » avoue-t-il. Il lui parle de la crise à l'école, de l'entretien avec Camille, du juge intérieur qui lui répète qu'il va tout gâcher. « J'essaie de faire ce qui est bien, » continue-t-il. « On essaie tous, » murmure-t-elle. Elle joue avec le capuchon d'un stylo dans sa main, hésite. « J'ai compris quelque chose ces derniers jours, » avoue-t-elle. « Quoi ?»
que je ne peux pas apprendre à mon fils à ne pas avoir peur si je vis ma vie en cédant à la peur. Elle relève les yeux. Et toi, tu veux apprendre quoi à ta fille? Il réfléchit. Qu'on peut aimer quelqu'un. Même après avoir perdu quelqu'un, murmure-t-il. Tout à coup, il ne parle plus des enfants. Il parle d'eux. J'ai peur, Élise, avoue-t-il. Elle hoche la tête. Moi aussi. Il sourit tristement. Tu te rends compte? Nous, les champions du contrôle, on est terrorisés comme des ados. Je n'ai jamais été une ado très courageuse. Plaisante-t-elle. Moi non plus. Il prend une inspiration. Je ne te demande pas de mettre Tom en danger. Ni Anna. Je sais, répond-elle. Mais j'aimerais qu'on arrête de faire semblant qu'il n'y avait rien entre nous, ajoute-t-il, la voix un peu tremblante. Elle le regarde, longuement. Il y avait quelque chose, confirme-t-elle. Il y a quelque chose, corrige-t-il doucement. Elle sent son cœur s'emballer. Et si on cassait tout encore une fois? On cassera peu, être, répond-il. Il cherche ses mots. Mais je crois qu'on a appris à recoller. Chacun de notre côté. Peu, être qu'on saura recoller ensemble. Aussi. Elle sourit, tristement, puis plus franchement. Tu parles comme un puzzle, ou comme un cœur fêlé, reprend-il. Elle inspire profondément. D'accord, dit-elle enfin. D'accord. Quoi? On n'arrête pas tout. Elle pose des limites. On va lentement. On parle. On ne cache pas les choses aux enfants. Promis, dit-il. Et au moindre gros doute, on se le dit. D'accord. Il reste là, debout dans le couloir du centre, au milieu des cris d'enfants, des parents qui discutent, comme s'ils venaient de signer un contrat fragile. Pas un contrat de fusion, un contrat d'essai. Les changements sont subtils, au début. Tom recommence à venir de temps en temps au centre après l'école. Anna s'illumine quand elle le voit. Gabriel et Élise reprennent leur façon de se parler, mais avec plus de précaution, plus de mots. Un jour, Élise propose. Et si on faisait quelque chose, avec les enfants, tous les quatre, comme quoi? Une sortie au parc, un pique-nique, quelque chose de simple. Ils se retrouvent un dimanche au parc de la Tête d'Or, avec une nappe, des sandwichs, un ballon. Les enfants courent, rient, se chamaillent. À un moment, Gabriel observe la scène, pensif. « Tu sais, dit-il à Élise, si quelqu'un m'avait dit, il y a 4 ans, que je serais ici un dimanche, avec toi, à regarder ma fille jouer avec un autre enfant, j'aurais pensé qu'il était fou. Si quelqu'un m'avait dit que je pourrais faire confiance à un homme en costume qui parle d'actionnaire, j'aurais ri aussi, répond-elle. Ils rient. On est en train de prouver à nos moi d'avant qu'ils se trompaient, constate-t-il. Ça ne fera pas de mal, glisse-t-elle. Le soir, Tom demande. Maman? Oui? Tu l'aimes bien, Gabriel? Elle ne se dérobe pas cette fois. Oui, répond-elle. Comme un amoureux? Elle réfléchit. Comme quelqu'un qui me fait du bien. Tom l'observe. Et tu l'aimes autant que moi? Jamais personne ne t'égalera, répond-elle. Alors ça va, conclut-il. Chez Gabriel, Anna pose une question similaire. Papa? Oui? Élise? C'est juste la dame qui aide? Ou c'est autre chose? Il sourit. C'est quelqu'un qui compte beaucoup, dit-il. Ça veut dire que tu peux être un peu moins triste? Il sent les larmes monter. Oui, répond-il. Alors j'aime bien, dit Anna simplement. Les enfants ont cette façon radicale de valider l'essentiel. Les mois passent. Il y aura encore des crises. Tom qui fait une colère, parce qu'il ne veut pas partager sa maman un samedi soir. Anna qui s'inquiète à l'idée que, si papa aime Élise, il va oublier maman. Chaque fois, ils parlent. Ils expliquent. L'amour, ça ne se divise pas, dit Élise. Ça se multiplie. Maman restera toujours ta maman, explique Gabriel à Anna. Personne ne la remplacera jamais. Ils acceptent aussi d'aller, eux, voir quelqu'un.
un psy de couple atypique, spécialisé dans les recompositions familiales, qui les aide à mettre des mots sur leurs peurs. Peur de l'abandon, peur de la violence, peur de revivre un deuil. Il leur apprend à dire « Quand tu fais ça, ça réveille ça en moi », au lieu de « Tu es comme ci, tu es comme ça ». Ce n'est pas magique, mais c'est concret. Et peu à peu, ces deux âmes vraiment cassées, un temps, se découvrent capables de faire autre chose que de survivre. Elles apprennent à construire. Un soir, après avoir couché Tom et Anna, qui ont décidé de dormir dans la même chambre parce qu'on est une équipe, Élise et Gabriel se retrouvent seuls dans le salon. Le silence est doux. « Tu te rends compte du chemin ?» murmure Élise. « De l'accident. À nous deux sur ce canapé, » répond Gabriel. « Deux Romains. À toi qui mets la table en chantant faux, » corrige-t-elle. « Je ne chante pas faux, » proteste-t-il. « Si. » Il rit. Gabriel devient sérieux. « Je ne sais pas si on sera ensemble toute notre vie, » dit-il. « Moi non plus, » répond-elle. « Mais je sais que tout ce qu'on a construit jusqu'ici a un sens. » Il cherche ses mots. « Tu m'as appris qu'on peut être fort et demander de l'aide. Tu m'as appris qu'on peut être un homme en costume et quand même être doux, » murmure-t-elle. Il se penche, l'embrasse. Ce n'est pas un baiser de début d'histoire. C'est un baiser de deux personnes qui ont déjà traversé le feu, chacun de leur côté, et qui ont décidé de traverser la suite ensemble. Quelques années plus tard, on pourra les voir, parfois, sur les quais de Saône, Tom, devenu ado, qui râle parce qu'il doit ranger le lave-vaisselle. Anna qui parle de son exposé sur les étoiles, Élise qui discute avec une autre maman de son cabinet. Gabriel qui vérifie machinalement si tout le monde a bien son manteau. On dira d'eux, ils ont de la chance, quand même. Personne ne verra les nuits de doute, les larmes chez le psy, les conversations difficiles au bord de la table de cuisine. Mais, parfois, au détour d'une phrase, quand Tom dira « Ici, c'est chez moi », ou qu'Anna dira « Moi, j'ai deux mamans, celle qui est dans mon cœur, et Élise qui est là maintenant. » Alors Élise et Gabriel se lanceront un regard que seuls ceux qui ont été cassés comprennent. Un regard qui dit « On est encore debout, ensemble. » Et même si leurs âmes gardent des cicatrices, elles ne sont plus cassées comme avant. Elles sont soudées, pas dans un conte de fées, dans une vraie vie, avec des emplois du temps, des factures, des ex, des rendez-vous chez l'orthophoniste et chez le psy. Une vraie vie où, un jour, deux blessés ont décidé de ne plus se fuir et de prouver, doucement à leurs enfants et à eux-mêmes, que l'amour entre deux âmes cassées n'est pas forcément une catastrophe. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour se reconstruire.